Bien les amis, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre appel et d'être là ce soir pour partager ce nouveau plateau de la Fondation Corian qui va porter sur un sujet grave mais ô combien important, la fin de vie. Donc ce soir, nous n'évoquerons pas les nombreux débats qui traversent actuellement la société française sur la possibilité de faire évoluer le droit ou pas, et de permettre ou pas une aide active à mourir. Ce soir, nous nous placerons du point de vue des soignants et des aidants, sous l'angle du prendre soin jusqu'au bout. Vous savez, quand on demande aux gens, généralement, comment t'imagines tu vas y passer? Oh bah, je serai dans mon lit à la maison, il y aura mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, tous mes proches qui seront là, et puis j'aurai pas mal. Ça va être, voilà, ça va être comme ça. Ou bien, je ne sais même pas m'en apercevoir, je serai en train de dormir. Royaume est terminé. Alors d'autres peuvent avoir encore des trucs, des fantasmes ou tout ça, mais globalement, c'est quand même, quand on demande aux gens, c'est quand même souvent ça. Puis c'est amusant, parce qu'assez souvent, finalement, ça se passe plutôt à l'hôpital, tout seul, et c'est pas le meilleur souvenir d'une vie, quoi. Voilà. Et donc, ces questions-là, elles sont vraiment dans la tête des personnes, et finalement, assez tôt, les questions viennent, rarement à 3 ans et demi, quoique. Mais à un moment donné, ça vient de dire, mais au fait, toi... Puis après, on parle, mais comment un tel, tu l'as vu quand il est mort, comment il était, est-ce qu'il a changé, ainsi de suite. Ah, moi, je peux pas, j'ai pas pu y aller parce que c'était trop dur, ou je veux même pas imaginer. Enfin, voilà, on peut être... Mais comme quoi, cette histoire, nous vivons toute notre vie avec aussi cette idée de la mort, ce qui est notre grande différence, peut-être pourrais-je dire supériorité, avec l'ensemble des autres êtres vivants. Nous sommes la seule espèce vivante qui est consciente, pour une grande majorité d'entre nous, car parmi les êtres humains vivants, il y en a aussi dont la conscience n'est pas nécessairement très très forte. Enfin, la plupart des personnes savent qu'elles risquent à un moment ou à un autre d'y passer. Et donc, ça fait partie de notre quotidien d'une certaine manière. Et donc, toutes ces questions-là, elles sont aussi par rapport à ça. Quand on parle de ces questions-là, et en même temps, on va parler de médecine. Donc on pourrait dire, quelqu'un qui parlait de médecine humaine, c'était Gérard Rich qui disait ça, d'ailleurs il a créé une collection de livres autour de cela, cette notion de médecine humaine. Et dans la médecine humaine, il y a bien cette question de la relation à l'autre, et l'attente de l'autre, l'écoute de l'autre. Et l'écoute de l'autre, c'est aussi l'écoute de sa souffrance actuelle, de sa souffrance possible, de sa souffrance future. Et donc, on est aussi dans ces questions très lourdes. Nous, on a orienté la Fondation Aimer Soigner sur l'accompagnement, la réflexion, la valorisation des métiers, de tous les métiers du soin. Quasiment tous les acteurs du soin, d'une manière ou d'une autre, sont en contact avec ces histoires de fin de vie, avec cette mort. Et souvent, d'ailleurs, c'est ceux dont on parle le moins, les auxiliaires de vie, par exemple, les aides-soignantes, qui souvent, finalement, sont là au plus près. Et toute leur vie, d'une certaine manière, pour une grande part d'entre elles, je dis d'entre elles parce que 99% ce sont des femmes, sont au contact de ces questions-là. Donc nous, on s'est dit, on ne peut pas travailler sur les enjeux du soin, sur les enjeux du métier du soin, sur les enjeux des personnes qui y travaillent, sans de temps en temps se poser la question, mais au fait, comment ça se passe autour de ces questions de fin de vie. D'où cet aéropage incroyable que le monde entier nous envie d'avoir comme ça autant de personnes qui ont travaillé sur le secteur. Et donc, on va être sur cet ensemble-là, mais à chaque fois en posant la question, comment ça se passe, comment ça se vit, comment peut-être on peut mieux former les gens autour de ça, comment on écoute les personnes, comment faire face à cette fragilité nous interroge aussi sur notre propre fragilité. Voilà, on va être sur toutes ces questions-là, puis aussi cette notion conscience et confiance, qui est quand même très forte aussi, je trouve, dans ce qui sort. Alors, Victor, dites-nous un peu quand même, votre démarche, quelle démarche a présidé à toute cette histoire-là? Parce que ça ne s'est pas fait en 2 jours, votre affaire. Le film est en cours, et en effet, le projet, il a émergé il y a 3 ans maintenant. Donc, on parlait de prendre du temps. Faire un documentaire, un film, ça prend du temps, et il en faut. Moi, ce projet, il est un peu dans ma tête depuis très très longtemps. Je suis un peu né dans les soins palliatifs, j'ai un peu baigné dedans.
Je vais faire un petit spoiler, mais en effet, je filme mon père, donc les soins palliatifs, voilà, j'ai vécu ça depuis très longtemps. Et en fait, en 2015, mon père est parti à la retraite. Et quand il est parti à la retraite, je me suis dit, ah, c'est bête, j'aurais bien aimé faire un film sur les soins palliatifs. Et j'ai eu un peu de chance, c'est qu'en 2018, il a été rappelé. Donc il est revenu dans le service. Et là, je me suis dit, là, je ne peux pas passer à côté de cette occasion. Donc je suis allé dans le service, j'ai fait des immersions. Et il y avait besoin de prendre du temps, de passer du temps avec les soignants pour me faire accepter, d'abord sans caméra, après avec caméra. Et voilà, j'ai passé quasiment 1 an et demi, 2 ans auprès des soignants pour au final tourner vraiment ce que je voulais tourner l'été dernier. Et là, on est en cours de montage, donc il est en cours de finalisation. Mais voilà. Question à la fois bateau, et puis il faut y répondre de manière assez courte, mais s'il y avait, je sais pas, des amis qui vous demandaient tout ça, je sais pas d'ailleurs comment vous disiez quand vous étiez enfant, qu'est-ce qu'il fait ton père? Là, il faut être toujours un petit peu complexe, mais voilà, si des amis et tout ça vous demandent en 2 phrases, c'est quoi ton film? Comment vous répondez? Oui, souvent quand mon père dit qu'il travaille en soins palliatifs ou quand moi je dis que je fais un documentaire sur soins palliatifs, les gens ils tirent la tronche et ils disent bon, ça doit pas être super gai, alors que au contraire, c'est exactement l'opposé. Et moi j'estime que j'ai eu énormément de chance d'être à leur côté, mais ce documentaire il aborde juste la mort, la fin de vie et vraiment en fait justement la vie tout simplement. Notre vie, elle est parsemée de moments de joie et de moments plus difficiles. Et ce documentaire, il parle juste de ça. Claude, justement, l'extrait qu'on a vu, encore une fois, c'est le moment où on se focalise un peu sur ces questions-là. Il est finalement un peu au cœur de la loi actuelle. En quelques mots, comment on peut résumer cela? Voilà, le micro. Eh bien, écoutez, c'est vrai que la Convention citoyenne, je trouve qu'elle a fait du bon travail parce que ils ont pu parler de ce sujet sans trop de... Voilà, quand on voit à l'Assemblée nationale comment ça se passe, là au moins ils ont parlé d'un sujet difficile. Il y avait... des discussions, c'était intéressant. Mais peut-être que la question qu'ils ont posée n'était peut-être pas la bonne. Moi, j'aurais posé peut-être, parce que la question c'était, doit-on changer la loi? Moi, j'aurais posé la question, je veux dire, comment améliorer les conditions du mourir? C'est la question que j'aurais posée, moi. Qui sans doute intéresserait plus les gens, parce que la notion de loi, c'est en plus très abstrait. Combien de personnes qui ont un avis très tranché sur le sujet connaissent la loi, par exemple? Alors la loi, moi je pense qu'il y a 2 lois. Il y a la loi Leonetti, la loi Claes-Leonetti. Je veux dire que moi, en pratiquement un quart de siècle, moi ça me convenait bien ces lois. Et on a pu accompagner des personnes. Je pense que, je ne sais pas, j'ai accompagné peut-être plus de 3000 ou 3500 personnes. Je pense qu'il y en a 3, voire peut-être 5 qui, malgré le fait qu'ils soient passés à l'unité de soins palliatifs, ont souhaité quand même aller en Suisse. Donc une loi pour 3 personnes, voilà. Et moi, il y a des sondages. Les sondages ont dit que 90% des Français sont pour. Bien sûr, si vous posez la question, si vous êtes atteint de maladie grave incurable et que vous avez des souffrances atroces, ne souhaiteriez pas qu'on vous fasse une petite piqûre pour partir? Je m'étonne qu'il n'y ait pas 100%, quoi. Mais c'est souvent des questions qu'on pose aux bien portants. Or, moi, Claire aussi, tous ceux qui travaillent en soins palliatifs, on a les personnes concernées par le sujet. Et si ces personnes, quand ils arrivent, peut-être sont dans cette demande, à partir du moment où on les soulage, à partir du moment où ils sont accompagnés, à partir du moment où on respecte leur choix, de ne faire des choses qui ont du sens pour eux, pas pour la famille, pas pour les médecins, pas pour les soignants, mais pour eux. Ils ne demandent plus de mourir. Et même, quelquefois, ils nous demandent un petit rap de vie, quoi. Il dit, finalement, oui, je suis malade, je sais que je vais peut-être pas guérir, mais là, je souffre pas, je suis entouré, on rentre dans ma chambre, je suis chouchouté,
En plus ça, on m'emmerde pas, excusez-moi, par des tubes, par des tuyaux, par des prises de sang et tout ça. La solution, moi, je pense que c'est vraiment le développement des soins palliatifs. En tous les cas, pour la question des gens qui vont mourir, ce sont les soins palliatifs. Après, il y a les gens qui veulent mourir, et ça, c'est autre chose. Quand on parle de médecine, il y a plusieurs types de médecine, et vous dites que finalement, il y a une quatrième médecine, qui est la médecine palliative. Oui, il y a la médecine préventive, hein, qui est pas trop développée. Il y a la médecine curative, triomphante, et c'est celle qu'on nous a appris, et c'est celle qui s'est beaucoup développée, et heureusement, parce qu'on guérit de plus en plus de maladies. Et moi, je dis, il faut s'acharner à guérir tant qu'on peut guérir. Mais c'est là où, à un moment donné, quand on ne peut plus guérir, là, il faut changer de logiciel. Il faut changer de paradigme. Et là, il faut faire la médecine palliative. Et puis, bon, la quatrième, c'est... Parce que quand je disais qu'il y avait 3 médecines, il y a un médecin de rééducateur qui me dit « Oui, mais il y a la médecine aussi de rééducation, quand même. » Voilà. Oui, il faut que chacun s'y retrouve, quoi. Ouais. Voilà, il faut être un peu... Vous pourriez faire de la politique, vous. Voilà, il faut que chacun ait son petit truc. Juste pour revenir 2 secondes sur cette histoire de convention, est-ce que vous trouvez, alors c'est une question parce qu'en fait j'en ai absolument aucune idée, est-ce que la place justement des soignants, est-ce qu'elle a été bien intégrée dans ce débat-là? Moi j'aurais aimé que tous ceux qui ont participé aillent dans des unités de soins palliatifs pour voir comment ça se passe. Voilà. Je pense que quand même, il y avait une orientation des questions qui laisse à penser, souhaiteriez-vous changer la loi? Voilà, je pense que ça aurait été bien que ces personnes aillent passer du temps en unité de soins palliatifs. D'ailleurs, ça a été la démarche de Régis Debray. Tout à fait. Avant de préfacer votre livre, vous êtes rencontrés comme ça. Exactement. Et puis, il a eu envie d'aller voir ce qui se passait. Il a été subjugué, la façon dont on prenait en charge les patients, comment on leur parlait, comment on discutait avec les familles sur quelque chose où elles pensaient que ce n'était pas possible d'aborder ces sujets-là. Donc c'est aussi, encore une fois, médecine humaine, médecine de dialogue, médecine d'écoute, médecine qui prend son temps. Temps. Ouais. Oui, puis l'information du malade, parce que souvent, nous, l'information du malade, ça pose des problèmes. Hein. Les malades qui arrivent, même en unité soignative, il y en a qui ne sont pas forcément au courant, et les médecins, ils annoncent bien plus volontiers la vérité aux familles qu'aux malades. Et ce faisant, quand on informe la vérité donc, aux familles, après les familles elles viennent nous voir et nous disent surtout, il ne faut pas lui dire. Quoi. Là, il est sûr que la vérité, on la doit en premier lieu aux malades. En ayant parfois tendance aussi à laisser ensuite les infirmières ou les aides-soignantes en première ligne. Oui, elles sont souvent en difficulté parce qu'on rappelle quand même que l'information d'un diagnostic ou d'un pronostic relève de la compétence médicale et ce n'est pas à une infirmière d'annoncer un diagnostic ou un pronostic. Et quelquefois, elles sont mises à mal parce que, justement, le médecin n'a pas été clair. Vous parlez, dans votre livre, quand on a discuté et tout ça, vous parlez assez souvent de cette notion d'alliance thérapeutique avec soignants, patients et famille. Comment vous le dites? Alors, oui, l'alliance thérapeutique est importante. C'est vrai qu'il y a les médecins, les soignants, quoi, médecins, soignants. Il y a le patient, il y a la famille. Et souvent, c'est une triangulaire qui est un petit peu complexe. Il faut créer une alliance avec la famille. La famille, elle doit avoir la première place. C'est vrai qu'elle doit avoir la première place. Quand on a son père, sa mère, son épouse, bien sûr, c'est à eux d'avoir la première place. Mais être à la première place, c'est pas forcément dire ce qu'il faut. Parce que souvent, quand on aime quelqu'un, on a envie peut-être de continuer peut-être sa chimiothérapie en pensant qu'elle pourrait encore, de continuer cette transfusion. Et quelquefois, le malade n'a pas forcément envie. Donc, avec les familles, en permanence, moi je dis, les familles, elles ont besoin que d'une seule chose, elles ont besoin d'explication, d'explication et d'explication.
Les familles, elles ont besoin de comprendre pourquoi on fait les choses ou pourquoi on ne les fait pas. Et là, ça demande beaucoup de temps. Et donc, moi, dans le service, j'ai été très attentif à ce que les infirmières et les aides-soignantes me fassent remonter à chaque fois qu'il y avait une famille qui disait oh, mais je ne comprends pas, ils ne lui donnent même pas à manger, et puis en plus de ça, ils ont arrêté les perfusions. Et alors, dès qu'il y a ça, c'est tout de suite ah, madame, il va falloir qu'on se voit et qu'on discute un petit peu. Il me semble que vous êtes en difficulté par rapport... Ah oui, docteur, parce que vous comprenez, vous n'avez pas à le laisser mourir de faim et de soif, comme ça il faut... Et donc, expliquer pourquoi on fait les choses, pourquoi on ne les fait pas. Ça, c'est primordial. Et quelquefois, on passe bien plus de temps avec la famille qu'avec le patient. C'est aussi prendre les gens pour des adultes? Oui, tout à fait. Mais cette relation triangulaire, quelquefois, elle est un petit peu compliquée. Et alors, tant qu'un malade peut dire ce qu'il souhaite, ben pour nous, c'est un allié, parce qu'on va construire un projet de soin en fonction de ce qu'il souhaite lui. Et toutes les lois, toutes les circulaires vont dans le même sens. Hein, c'est de respecter la volonté de la personne. Mais là où ça pose un problème, c'est quand les personnes ne peuvent plus dire ce qu'elles souhaitent, et si on n'a pas anticipé les choses. Et c'est pour ça que nous, en unité de soins palliatifs, très rapidement, on aborde ce sujet-là, pour discuter avec le patient de la limite au-delà de laquelle on ne souhaiterait pas aller. Et ça, c'est très tôt. Et ça, les EHPAD aussi. Les EHPAD, on rentre en EHPAD, et puis ce sujet-là, ben, il est difficilement abordé. Et on s'aperçoit que c'est jamais le bon moment. Ben, vous vous rendez compte, elle a quitté sa petite maison, son chat, ses fleurs et tout ça. On ne va pas lui dire tout de suite ben oui, mais je pense qu'il faut que ça soit assez rapide, en tous les cas dans le mois. Mais il y a l'art et la manière d'aborder ce sujet-là. Hein. Mais il faut anticiper ces choses-là. Il y a des personnes après en EHPAD qui vont avoir des troubles cognitifs, et là, ils ne seront plus dans la possibilité de dire ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est très important d'essayer que chaque personne puisse dire surtout ce qu'elle ne veut pas quand les choses vont évoluer. Ça permet de construire un projet de soins en fonction de ce que le résident ou le malade souhaite, lui. Restons sur cet élément-là. Gardons aussi le terme l'art et la manière. Longtemps, on a dit la médecine, c'est pas une science, c'est un art. Hein. Il y a aussi cet élément-là. Alors, ce que je propose, c'est proposer à Marianne de bien vouloir nous donner lecture d'un témoignage. Toujours pareil, dans cette notion aussi d'humanité et de l'ensemble des soignants. C'est un témoignage qui est très poignant. C'est un cadeau que m'a fait une amie récemment, de m'envoyer ce témoignage d'une sœur, et hommage à Jeanne Garnier. Il se trouve que un médecin de la maison médicale de Jeanne Garnier est présent ce soir, donc ça me fait particulièrement plaisir de lire ce texte. Ma sœur est morte dans votre service le 26 juin 2022. Elle y était entrée le 23 mai. 1 mois pour trouver l'apaisement, nous dire adieu, mais aussi passer de beaux moments ensemble. Vous nous avez offert le plus beau des cadeaux. Vous nous avez réparés, tant ma sœur que moi-même. Ma sœur était une malade difficile. Elle souffrait physiquement, mais aussi moralement. Très angoissée, paniquée par la mort. Elle n'arrivait pas à poser des mots sur ses souffrances et était comme un petit chat qui sort ses griffes et attaque quand il se sent en danger. Alors évidemment, les proches et les soignants étaient ses principales cibles. J'ai vu dans les services précédents de nombreux soignants la prendre en grippe, perdre patience, l'endormir pour ne plus l'entendre se plaindre. Il faut dire qu'elle répétait « j'ai mal » en continu, pendant des heures. Un comportement épuisant pour l'entourage, terrible pour les soignants. Tant elle renvoyait aux limites de la médecine et de leurs compétences, ce n'était pas une malade gratifiante. Avec vous, tout a été différent. Jamais vous ne l'avez jugé, jamais vous ne vous êtes énervé, toujours en empathie, toujours cherchant la meilleure molécule, les paroles les plus apaisantes, et vous avez réussi ce que tout le monde finissait par penser impossible, l'apaiser, et lui permettre de partir en paix. Et quand je dis vous, je pense à vous tous, infirmières, médecins, aides-soignants, une vraie équipe, chacun avec son savoir, ses compétences, un respect pour le travail indispensable et complémentaire des uns et des autres. Bravo à tous. Ma sœur est arrivée dans votre service mourante, je l'avais vue la veille en cancérologie, elle avait tellement mal qu'elle me suppliait de mettre fin à sa vie.
C'était terrible. Les sédatifs qu'on lui donnait ne la soulageaient pas, mais créaient des hallucinations. Des rats couraient au pied de son lit. Ses seuls moments de répit étaient lors de son sommeil, mais alors, quel était l'intérêt de vivre encore ? Le lendemain de son arrivée à Jeanne Garnier, j'étais avec sa fille et vous nous avez aidés à aller toutes trois, elle allongée sur son lit, dehors, dans ce merveilleux jardin, soleil sur le visage, déjà son front se détendait. Elle a demandé à manger, à boire. Vous aviez des doutes, elle était tellement faible. Mais chez vous, seuls les désirs du malade comptent. Alors vous lui avez servi un repas. Le premier, elle n'a pas pu en avaler que quelques bouchées, mais en goûter la saveur. Et dès le lendemain, elle avait retrouvé son appétit et finissait ses plateaux avec plaisir. La toilette, qui était depuis des mois, à l'hôpital comme à domicile, un calvaire, est devenue un moment de détente et d'échange. Il y avait l'antidouleur avant de manipuler le corps, mais il y avait votre tendresse dans la voix et au bout des doigts. Chaque matin, vous massiez son corps dans son entier, vous le crémiez, et quand nous arrivions, elle était bien. Plus ou moins endormie, mais détendue. Les médicaments que vous lui avez donnés ont soulagé ses douleurs physiques et psychiques, sans effet hallucinatoire, nous ont permis de communiquer sereinement. Vous réévaluiez sans cesse sa douleur, vous adaptiez ses traitements. Elle, qui n'avait jamais su parler, ses mots, a commencé peu à peu à les nommer, nous orientant ainsi vers les endroits à soulager. Voilà, je m'arrête là parce que la lettre est très longue, mais il me semblait très important de la lire car je pense qu'elle reprend beaucoup de nos convictions et parle de façon extrêmement touchante et forte de cette fin de vie à Jeanne Garnier. Merci. Merci beaucoup. Alors, Anne-Lise, avec vous, on va regarder d'autres aspects. Là, on a parlé d'un lieu qui est organisé pour, d'une certaine manière. Vous, à la fois, vous avez beaucoup travaillé dans les réseaux de soins palliatifs et aujourd'hui, vous dirigez un établissement d'hospitalisation à domicile. Donc, d'autres logiques. Et justement, du point de vue des soignants, comment ça se passe quand justement on est dans ce type de situation? C'est quoi l'alliance thérapeutique quand on intervient en HAD, quand on intervient au domicile? Comment ça se passe très très concrètement? Alors quand on est à domicile, il y a effectivement, il n'y a pas cette structure rassurante qu'est l'hôpital avec ses vrais murs, puisque là ce sont les murs de la maison, et donc tout ce qui concerne le patient, sa vie à lui, son espace à lui, et il est chez lui. Donc il a effectivement une attitude qui est très souvent différente de l'hôpital. Et il y a aussi la présence effectivement de l'entourage qui est importante, qui est très présente, puisque l'entourage en général est là 24/24 et donc forcément prend une part importante dans l'accompagnement. Et les soignants arrivent chez le patient. Donc du coup, ils sont obligés déjà de se mettre en posture d'être chez le patient et d'accompagner le patient chez lui. Donc de fait, j'ai envie de dire, on est obligé d'écouter le patient. C'est-à-dire qu'on rentre chez lui, on est là pour le soigner, pour l'accompagner, mais dans des conditions qui sont différentes. L'HAD également, et comme le réseau de santé, en fait, les patients à domicile ou en EHPAD, on est avec une pluralité de professionnels qui sont aussi des gens qui viennent, qui passent à un moment donné. Et il est important que l'on puisse à la fois avoir effectivement, comme le disait Claude tout à l'heure, une alliance thérapeutique avec le patient et l'entourage pour pouvoir avancer sur le projet du patient. Mais il est important aussi de travailler un peu sur la collégialité, sur le fait que les professionnels se rencontrent, puissent partager ensemble le projet du patient, de manière à aller tous dans le même sens. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'ils sont chacun à leur horaire. Donc comment on fait pour, très concrètement, organiser cela? On organise éventuellement des visites conjointes. Le médecin de l'HAD organise une visite avec le médecin traitant. Quand il y a des SIAD, on peut organiser une réunion avec eux pour discuter avec eux de la prise en charge. Quand c'est des auxiliaires de vie, c'est pareil, elles sont à domicile, donc à ce moment-là, les soignants les rencontrent sur place. Et puis, il y a nous aussi, nos soignants de l'HAD qui récoltent, si j'ose dire, un petit peu toutes les informations du patient, de l'entourage. Et on a ce qu'on appelle, nous, des réunions pluridisciplinaires
au sein de l'établissement, au sein de l'HAD, qui permettent d'élaborer aussi, de voir si on est au plus près de ce que souhaite le patient. En plus, à chaque fois, il y a le patient, mais encore plus la famille, plus que dans un hôpital, plus que dans un lieu. Et là, passe, puis ça peut être une fois une personne de la famille qui a une idée sur la question, et puis 5 minutes après ou 5 heures après, une autre personne de la famille qui a peut-être une idée exactement inverse. Complètement, complètement. Ça, la problématique... je pense que c'est plus en exergue quand on est à domicile que quand on est en USP, où effectivement il y a aussi parfois des fratries qui ne sont pas d'accord, par exemple sur le projet thérapeutique ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'à domicile, on a régulièrement le fils qui habite en province et qui arrive et qui d'un coup se met en colère parce qu'il considère qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, ou effectivement deux sœurs qui n'ont pas la même vision des choses parce que pas la même relation avec leurs parents ou leurs parents malades. Donc ça, c'est le gros travail de nos équipes, notre médecin, notre infirmière on a des infirmières de suivi qui coordonnent les prises en charge, qui vont régulièrement et puis abordent les sujets et font avancer la famille petit à petit aussi sur les différents chemins et dans l'idée du patient, en recentrant systématiquement sur le patient. Alors, on a beaucoup parlé depuis le début, surtout du médecin. Et on a dit que c'était à lui d'annoncer un certain nombre de choses. Mais là, en HAD, à domicile, il y a plein d'autres acteurs. Et qui, justement, à propos d'acteurs de soins, c'est quoi finalement leur rôle? Et est-ce que aussi, ils ne sont pas nécessairement très bien formés à ces questions-là? Vous, comment vous faites du coup? Est-ce qu'il y a une sorte de formation continue? Comment ça se passe pour améliorer cette formation? Alors, effectivement, à domicile, il y a beaucoup de soignants. Et dans le cadre d'une prise en charge en HAD, on a des psychologues. Donc, les psychologues prennent systématiquement contact avec la famille, avec le patient, pour proposer leurs services. On a une assistante sociale aussi, parce que bien souvent, à domicile, il y a des problématiques sociales aussi qui sont liées aux situations. Et donc, voilà, il y a les aides-soignantes qui vont à domicile, il y a les infirmières, il y a effectivement tout un tas de professionnels. On a des bénévoles d'accompagnement avec lesquels on travaille aussi, on en parlera tout à l'heure. Donc, il y a effectivement beaucoup de professionnels. La formation, on a, nous, en tous les cas, sur l'HAD, on a plusieurs professionnels formés. Ça a été aussi un choix. On a un médecin qui est formé aux soins palliatifs, l'assistante sociale et une psychologue formée aux soins palliatifs. On a une aide-soignante qui est référente soins palliatifs. Voilà. On essaye au maximum d'avoir différentes professions qui sont effectivement formées et qui peuvent après coopter ou bien en accompagnant leurs collègues, leur expliquer, les faire avancer sur les différents sujets. Et par rapport à ça aussi, on met en place des groupes de parole pour que les soignants puissent aussi aborder les différents sujets difficiles et échanger entre eux, ce qui permet du coup de pouvoir aussi se questionner et continuer à avancer sur la problématique. Là, c'est justement souvent les psychologues qui ne sont pas seulement vers les patients, mais qui travaillent aussi directement avec l'ensemble des personnels soignants. Alors, ce n'est pas les mêmes, mais oui, voilà, absolument. Nous, on a fait le choix que ce ne soit pas forcément les psychologues de l'HAD salariés qui soutiennent leurs collègues. Bon, elles peuvent le faire ponctuellement, parce qu'effectivement, s'il y a une problématique particulière, elles le font, mais l'idée, c'est d'avoir quelqu'un de l'extérieur qui puisse apporter aussi un regard autre et questionner par rapport à ce qui se passe. D'accord, merci beaucoup. On voit on tâtonne aussi, oui, parce que chaque cas, en plus, est singulier. Est singulier. Chaque famille est singulière. Voilà, donc tout ça peut poser problématique. Puis parfois aussi, vous pouvez aussi avoir des gens qui sont très seuls. Ah oui, il y a aussi, effectivement, le fait d'être isolé n'empêche que... Mais ça, c'est des situations parfois très compliquées, parce que les soignants ont peur effectivement de laisser quelqu'un seul à domicile. Alors peur eux-mêmes de trouver le patient éventuellement décédé le lendemain matin. Et il y a dans l'imaginaire aussi des tas de choses. Et ça, on le travaille avec les équipes sur le choix aussi du patient qui peut exprimer le fait de vouloir être seul chez lui, mais de rester mourir chez lui.
Oui, là encore. Hein. Et Le choix. comme on écoute, le choix, Voilà. et ne pas choisir à la place À d'eux. place de, absolument. Mais avec cette tentation aussi parfois. Et puis aussi des différences, y compris culturelles. Vous parliez très justement des imaginaires. Là aussi, tous les soignants n'ont pas les mêmes imaginaires. Et donc, il peut y avoir aussi des idées différentes qui peuvent se faire. Et parfois, un soignant a un imaginaire, puis hop, le lendemain, c'est un autre. C'est ça. Donc, comment on fait pour, non pas homogénéiser, mais prendre en compte toute cette diversité, y compris de soignants? Ouais, ça c'est beaucoup effectivement ce qu'on appelle pendant nos réunions, c'est d'expliquer ce qu'est le projet du patient, comment lui il envisage sa fin de vie aussi, et de voir comment nous derrière on peut l'accompagner de manière à être au plus près de ce qu'il souhaite. Après, on n'est jamais seul, c'est-à-dire que les soignants savent qu'ils peuvent venir voir le médecin, en discuter avec le médecin, ils peuvent, voilà, ils ont leur repère au sein de l'HAD. On travaille aussi beaucoup avec ce qu'on appelait avant les réseaux de soins palliatifs, qui maintenant sont des dispositifs d'appui à la coordination, et ou les équipes mobiles de soins palliatifs, ou les unités de soins palliatifs. Voilà, on travaille aussi en réseau sur le territoire pour pouvoir essayer de respecter au maximum le choix et l'accompagnement le plus optimal possible. Merci beaucoup. On y reviendra tout à l'heure avec Claire Fourcade, mais on rappellera qu'il n'y a pas partout des réseaux de soins palliatifs, que c'est aussi un sujet. On peut non seulement être seul, y compris à domicile, et en plus dans un lieu où il n'y a pas un lieu géographique où il n'y a pas ce type de choses. Donc c'est encore un petit sujet, c'est marrant, dont je ne vais pas revenir sur la loi, sur lequel on parle peu. Alors qu'il y a peut-être un petit sujet là-dessus. Mais bon, je ne rentre pas dans ces veines polémiques. Anne Althea, donc là, je vais vers la foule, vers le public. Voilà. Et vous êtes la représentante du Centre national des soins palliatifs. Et juste sur cette question-là, comment le centre agit, interfère, se pose des questions autour justement des soignants, de cette question-là, d'accompagner les soignants, d'informer les soignants. Comment vous faites? Alors, on est là effectivement pour cela. Enfin, le centre est une émanation du ministère et dans ses missions, il y a la question justement de l'information, des ressources qu'on produit pour les soignants, pour le grand public, mais les soignants font partie de nos publics privilégiés. On a aussi une commission d'expertise qui, elle, est composée de tous les représentants des soignants, des sociétés savantes et également des associations et donc des aidants et donc des publics spécifiques comme des publics fragiles, par exemple, ou vulnérables. Ça, c'est pour poser un peu les décors. Et à côté de cela, et au regard de ce qui a été dit jusque-là, je tiens juste à citer un point. Nous avons réalisé un sondage qu'on fait tous les ans en général, justement, pas sur, pour, contre, avec, sans, etc. etc., etc. Notre sondage est plutôt celui qui nous permet de tous les ans, évaluer et prendre un peu la température de la connaissance et de l'information au regard de la loi existante. Notre mission étant d'abord d'informer sur les dispositifs existants, sur la connaissance des dispositifs et de toutes les parties de ces dispositifs-là, par rapport à la loi Claes-Leonetti. Je vous donne juste un élément, 15% uniquement de Français, enfin au sens de l'échantillon interrogé, ont rédigé leur directive anticipée. Et y compris ceux qui répondent en disant qu'ils connaissent très bien la loi, quand on a validé ou vérifié cette connaissance, on s'est rendu compte qu'on était loin du compte. Donc l'élément, je dirais un peu négatif, est qu'il y a si peu de connaissances. L'élément positif, c'est qu'on a beaucoup de travail à continuer pour apporter cette information-là. Pour revenir aux soignants, nous produisons un certain nombre de documents, d'abord, parce que notre mission est d'abord celle d'informer. Documents qui sont justement de simplification et d'information des soignants notamment. Donc on a des infographies à destination des soignants et c'est la minute de pub, mais il y en a à l'accueil si vous voulez, donc c'est celles qui sont donc plutôt bleu foncé. Donc pour que chaque soignant soit informé et pas uniquement les soignants en soins palliatifs qui eux ont non seulement l'information mais l'expérience de vie par rapport à ces situations de fin de vie et d'accompagnement, mais surtout tous les autres soignants pour qu'ils aient cette dynamique ou démarche palliative en amont quand ils accompagnent un patient. On publie l'Atlas des soins palliatifs et de la fin de vie en France
Et c'est bien aussi grâce à cet atlas que on se rend compte qu'il y a que 21 départements, qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs, même s'il y a d'autres dispositifs qui permettent de prendre en charge de façon palliative un patient qui les demande, des lits identifiés soins palliatifs, des équipes mobiles de soins palliatifs. Pour autant, il y a encore 21 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs. Donc ça fait partie de notre travail qui nous permet de, y compris accompagner les politiques publiques, y compris de porter un certain nombre de messages pour que justement il y ait un développement des soins palliatifs et donc un accompagnement plus important des soignants. Dernier point, on a une plateforme d'information qui reçoit les appels, beaucoup d'appels de soignants et beaucoup aussi d'appels de familles qui nous relatent leurs différentes situations de soins, liées à la fin de vie, liées à la prise en charge. Parfois, ce sont des difficultés de compréhension avec leurs équipes soignantes. Parfois, ce sont des questionnements sur quels sont mes droits en tant que soignant, quels sont mes devoirs en tant que soignant, quels sont mes droits en tant que patient, etc. etc. Et effectivement, on leur fournit beaucoup de documentation parce qu'on est très présent quand il y a des réunions d'information, de formation, des ateliers, pour que tous les dispositifs existants soient abordés et qu'on prenne d'abord connaissance de ces dispositifs. Pour terminer, je dirais qu'on a également un groupe miroir qui est composé également de soignants qui nous regardent justement en miroir par rapport à nos productions, par rapport au contenu de ce que nous publions et qui nous fait un retour ne serait-ce que de compréhension. On a publié un certain nombre d'éléments en FALC, par exemple, facile à lire et à comprendre, pour qu'on puisse être au plus près de notre public. Et donc, qu'on se fasse comprendre, qu'on permette à chacun de s'approprier de la loi existante et des dispositifs existants. Voilà. On a encore énormément de travail à faire, mais déjà... Et je sais que j'ai quelques minutes, sinon je continuerai pendant 2 jours. Oui, je peux le faire en italien. Pour l'instant, on n'a que 25 minutes de retard, donc tout va bien. Mais voilà. Français facile, hein, à un moment donné, vous avez dit, ça. Oui, vous avez aussi fait français facile. Alors, juste d'ailleurs, par curiosité, combien de personnes ici ont rédigé leur directive anticipée? 7, 8. Voilà. On est une centaine, donc voilà, ça fait 8%. Ok, voilà. C'était juste pour... On va passer au deuxième extrait. Alors, complètement différent, mais justement, avant qu'on voit l'extrait, où là, il y a une personne, comment elle vit quelque chose avec, justement, des soignants autres que des médecins autour d'elle. Peut-être nous dire en quelques mots le contexte, et elle s'appelle Cynthia, et un petit peu la situation. Oui, Cynthia, c'est une patiente qui a été accueillie dans l'unité de soins palliatifs, et elle était atteinte de la maladie de Charcot, donc la SLA. Il y en a peut-être un certain nombre qui connaissent ce que c'est. C'est une terrible maladie, une putain de maladie même, parce qu'on est emmuré dans son corps et petit à petit, tout se paralyse et la tête va très bien, mais le corps ne fonctionne vraiment plus jusqu'à même à la fin ne plus pouvoir respirer. Et c'est une terrible maladie, et moi je fais un documentaire, je montre de l'image. J'en ai vu beaucoup de patients et de patientes atteints de SLA en unité de soins palliatifs. Ils sont hyper bien pris en charge et ça peut être très utile pour eux. Pas forcément pour leur fin de vie, ça peut être aussi pour des moments de répit avant qu'ils reviennent à la maison. Et quand je voyais des patients atteints de la SLA, je trouvais que c'était très difficile à montrer parce que ça peut être assez choquant comme maladie quand la maladie est avancée. Et comme on fait un film, c'est de l'image, ça peut être difficile. Et Cynthia, elle m'a permis, et je l'en remercie, de pouvoir montrer cette maladie qui est très difficile parce qu'elle a créé une relation avec les soignants qui est incroyable, qu'elle a un visage et une personnalité solaire qui fait que, en fait, je vais utiliser un terme c'est un personnage qui est vraiment très impactant, moi qui m'a beaucoup touché, qui a beaucoup touché les soignants. Et même dans le film, on le voit après, elle quitte l'USP parce qu'elle retourne à domicile, donc on ne meurt pas forcément en USP. Il y en a, je crois que c'est un tiers à peu près entre on va ailleurs, on meurt en USP et on rentre à domicile. Et Cynthia, elle est retournée à la maison. Je crois qu'elle est encore vivante. Donc voilà, mais en tout cas, c'est une très belle personne. Et on va le voir dans l'extrait aussi. On va voir que les soignants, les aides-soignantes, les infirmières,
qui passe plus de temps avec ces personnes-là, sa diction est atteinte par sa maladie, la comprennent, alors que les médecins ont un peu plus de mal, quoi. Parce que ça prouve qu'ils passent un peu moins de temps avec les patients, même si en soins palliatifs ils en passent un certain temps, mais voilà, les aides-soignantes, les infirmières, les infirmiers, ils la comprennent parfaitement. En effet, il faut peut-être d'abord être une bonne infirmière, mais on parle aussi souvent de socio-esthétique, ainsi de suite. On voit bien aussi tout ce qu'il y a autour de tout ça. Alors, on a parlé, et avec raison, de l'ensemble, et on y tenait beaucoup. Il n'y a pas seulement les médecins, il y a l'ensemble des acteurs du soin, des professionnels du soin, de tous ces soignants, mais il y a aussi, dans cette alliance, il y a aussi tout ce qui est bénévole. Et Catherine, vous avez commencé dans le métier de bénévole très très tôt. À peine sortie de l'école, ça fait 20 ans qu'elle est dans le secteur du bénévolat autour de ces questions-là. C'est quand même une tranche de vie, hein. C'est aussi un engagement qui n'est pas un petit engagement. Et comment ça se passe très très concrètement? Est-ce que le rôle est le même? On a parlé en unité de soins palliatifs, on a parlé à domicile, on pourrait parler en EHPAD. Est-ce que le rôle est le même et comment ça se passe? Donc, première chose, le bénévolat, extraordinairement, fait partie de la loi de la prise en charge palliative. Ça, c'est la loi Kouchner 99. Voilà, ça, exactement. Ouais. Donc, dans une prise en charge palliative, les soignants doivent proposer la visite, l'accompagnement par un bénévole formé. On a une formation, hein, c'est pas juste on passe devant la porte et puis on entre. Et on a également un groupe de parole mensuel obligatoire et on a de la formation continue. Donc c'est presque un peu professionnalisé, mais ça reste du bénévolat. Moi, j'interviens en USP, j'interviens beaucoup à domicile dans mon Lot-et-Garonne. Et également, j'ai fait quelques temps en EHPAD également. Moi, j'aime beaucoup le domicile, j'aime beaucoup l'USP aussi, mais vraiment le domicile, c'est très particulier. Il y a une alliance, comme voilà, avec la famille. Évidemment, il faut que la famille nous ouvre la porte. Hein. Et je pense justement à un patient que j'accompagne depuis 5 ans, qui a comme dit Victor, putain de maladie de Charcot. Que je vais voir régulièrement, et c'est vrai que ça développe une relation particulière. Le bénévole, pour expliquer un peu son rôle, c'est justement extraordinaire, encore une fois, ce mot, parce que c'est la société qui vient à l'intérieur de l'hôpital, légalement, pour être auprès des personnes en fin de vie et leur dire « tu es vivant ». Tu fais partie encore de ce monde-là, tu as de l'importance pour nous et je viens passer un petit moment avec toi, enfin on les vous voit généralement. Et évidemment ce qui est génial, c'est que la personne a tout à fait, je leur dis souvent, c'est vous qui avez la télécommande, vous pouvez accepter notre présence ou alors vous pouvez... et des fois j'aime bien me faire mettre à la porte. Je me dis, cette personne, elle a encore du caractère, elle a encore la possibilité de dire je veux pas. Donc voilà, j'aurais 1000 exemples, mais autrement on est encore là toute la semaine. Mais vraiment, c'est un bénévolat, juste pour vous dire qu'il y a des fois, je suis sur le planning de l'USP et que voilà, je suis un peu fatiguée, mais je m'étais inscrite en début du mois. Et j'arrive dans ce service et je fais mes accompagnements après avoir demandé qui voir aux soignants. C'est une très belle alliance aussi avec les soignants, évidemment. Et j'en ressors, mais comme je dis, alors là, j'ai envie d'embrasser les arbres, d'embrasser les chauffeurs de taxi qui attendent les patients qui sortent de l'hôpital. Tellement j'ai rencontré des histoires de vie, c'est la vie en plein que j'ai rencontrée et en vérité, c'est pas du semblant, c'est pas, on s'en fiche de la plus belle voiture et de la plus belle maison, c'est la vie. Est-ce que avec les soignants, il y a la loi, ok, mais est-ce que parfois ils ont des réticences? Non. Oui. Oui, il y a des fois c'est pas évident, surtout qu'il y a beaucoup de rotation et tous ne sont pas malheureusement, même en USP, formés toujours, ils ne savent même pas qu'il y a des bénévoles qui interviennent légalement dans ce monde-là des soins palliatifs. Donc des fois,
la cadre de santé est au courant, la médecin est également au courant, ou le médecin. Mais c'est vrai que c'est des fois un petit peu... voilà, on sait que les soignants ne sont pas toujours en super forme, hein, depuis de moins en moins. Et donc, des fois, le bénévole, qu'est-ce qu'il vient faire là? Et puis, il a du temps, lui, quelle voilà, richesse. Moi, j'ai pas beaucoup de temps. J'aimerais bien aussi m'asseoir à côté du patient là, et pouvoir écouter des belles histoires de vie et tout ça. Et il y a des fois un petit peu de frustration. Peut-être que parfois, en effet, c'est peut-être difficile pour certains bénévoles par rapport à des soignants où il y aurait un peu... mais bon, ça fait 23 ans que je suis dans ce domaine-là. C'est vrai que j'ai découvert ce monde-là en Angleterre, hein, où j'ai vécu 13 ans. Pardon. Du coup, vous faites une introduction formidable. Il y a la France, et puis vous avez un peu connaissance d'autres pays. Est-ce qu'il y a des différences concrètes et des différences culturelles avec là où vous avez pu vivre? Alors, j'ai l'habitude de dire aussi qu'en Angleterre, si on ne fait pas de bénévolat, pas rien qu'en soins palliatifs, dans n'importe quoi, c'est louche. Depuis tout petit, les enfants font du bénévolat. Il n'y a pas l'État-providence comme on a en France, dont on n'a pas toujours conscience. Alors qu'en France, si on fait du bénévolat, c'est louche. On dit, t'as rien d'autre à faire, comment tu gagnes ta vie? Et puis dans ce domaine-là, mais ça doit être tellement bizarre. Mais voilà, c'est d'une richesse incroyable. J'ai la chance, j'ai envie de dire aussi financièrement, de pouvoir le faire. Et évidemment qu'on le fait voilà, au rythme de ce qu'on peut donner, et tout ça, mais c'est... Et cette alliance avec les soignants, avec les familles, je ne parle pas assez des familles, mais évidemment que c'est essentiel. Même en institution, Gwenaëlle, c'est sa maman infirmière, voilà, j'ai dû l'apprivoiser un petit peu comme le Petit Prince pour pouvoir rentrer dans cette chambre et construire une relation. De ces 23 ans, vous avez donc des amis, ainsi de suite. Est-ce que du coup, il y en a que vous avez embarqué dans l'aventure, soit en France, en Angleterre ou ailleurs? Oui, enfin, bon, depuis quelques années où je suis rentrée en France, depuis 2011, oui, voilà, si vous êtes réalisateur, peut-être que vos amis vous questionnent sur le cinéma. Moi, c'est vrai que je crois que tous mes amis, mes voisins, même les gens qui sont dans le train à côté de moi, ils font pas le voir. Enfin, à moins que je tombe à côté d'un ronchon et que je vois que c'est mieux de pas l'interpeller. Mais c'est très rare. Oui, c'est très rare. Mais j'ai des histoires incroyables voilà, d'un voyage en train. Où j'ai parlé de ça, où évidemment la personne a eu une histoire d'un papa, d'une maman, d'une sœur, et c'est trop génial. Merci beaucoup. De toute façon, évidemment, le bénévolat, c'est aussi ça, sa force, c'est que c'est un engagement, c'est aussi notre manière de faire. Claude, tout ce dont on a parlé, c'est beaucoup justement ce lien. Et vous, dans votre livre, vous dites justement à un moment donné que cette histoire de mort, c'est pas une question, c'est pas un événement médical, c'est bien autre chose. J'aimerais bien que vous reveniez un petit peu là-dessus. Tout ce que c'est d'autre qu'un événement médical. Et tout ce dont on a parlé, on sent bien que c'est pas seulement, en tout cas, un événement médical. Oui, donc la mort est un événement, d'abord on meurt seul, donc c'est personnel, familial, social, avant d'être un événement médical, mais c'est vrai qu'on a de plus en plus médicalisé la mort. Donc l'hôpital, qui est le lieu du guérir, devient le lieu du mourir, et avec des soignants qui n'ont pas forcément la formation pour. Vous parliez de la formation tout à l'heure, la formation c'est essentiel. Moi, bon, j'ai un certain âge, mais dans mes études de médecine, on ne m'a jamais parlé de la mort. Le mot mort n'a jamais été prononcé, donc c'est quand même signifiant. Donc on a quand même fabriqué des médecins au guérir. Et quand on ne savait plus guérir, eh ben, le médecin, il ne savait pas ni quoi dire, ni quoi faire, ni comment dire. Et donc la formation, c'est essentiel. Donc moi, je me souviens,
On avait fait un tour de table, je pense que c'était au Centre national de soins palliatifs de la fin de vie, pour savoir le temps consacré dans la formation initiale des médecins. Ça allait il y a 10-15 ans, de 0 heure à 15 jours, donc ça ne fait pas beaucoup pour un médecin. Et je pense qu'il faut absolument la formation donc, dans le cursus initial, parce que les soignants, ils sont davantage formés au prendre soin, au care. Et nous, on est un peu trop dans le cure. Et moi, je le dis, c'est un médecin qui le dit, excusez-moi mes chers confrères, mais on est souvent le maillon faible dans les prises en charge palliatives. Et ce qui pose problème, c'est de pouvoir acter une prise en charge palliative. On a l'impression que c'est jamais le... Ah ben non, il n'en est pas à ce stade-là. Mais on se demande à quel moment ils seront dans le stade. Et c'est quelquefois, il faut qu'ils aient un pied dans la tombe pour... Et on s'aperçoit que moi, la durée moyenne de séjour, quand j'ai créé l'unité formative en 99, c'était 25 jours. Maintenant, quand j'ai terminé, c'était 7 ou 8 jours. On nous adresse les malades trop tard. Trop tard. Même si on peut faire du boulot, même en 24 heures, tout ça, mais quand même, je veux dire que là, ça pose un problème. Je veux dire que l'obsession déraisonnable, commençons déjà à ce que les médecins ne descendent de leur piédestal de la toute-puissance du guérir et puis puissent acter la prise en charge palliative. Parce que tout découle de ça. Si le médecin n'acte pas la prise en charge palliative, et dans les EHPAD, il y a des infirmières. Qu'est-ce qui nous fait encore à faire des prises de sang Mais il n'a pas vu le... Non. Et si le médecin n'a pas acté la prise en charge palliative, les infirmières aides-soignantes derrière, voilà. Et donc, il faut que les médecins apprennent à acter la prise en charge palliative, et après, eh bien, tout découle, quoi. Mais si on n'acte pas, c'est un problème. En vous écoutant, je me disais que derrière, c'est aussi, c'est déjà les années 70, Michel de Certeau en parlait déjà, c'est que nos sociétés occidentales ont considéré que la maladie, la mort, c'était un échec. Que donc, il fallait le cacher, ça ne voyait pas. Et d'ailleurs, au moment de la crise Covid, d'un seul coup, on a vu des morts, quoi, d'une certaine manière. Alors que tout ça a été planqué, et ainsi de suite. C'est aussi ça qu'il y a derrière, c'est qu'il y a on euphémise beaucoup. Je suis par exemple pas chauve, je suis un déficient capillaire, vous voyez. On trouve des termes pour pas dire le réel, et sur plein de sujets. Et d'ailleurs on dit il est parti, il a des choses comme ça. Quand on dit simplement il est mort, tu peux pas dire un mot plus, voilà. On a cette problématique là. Ouais. Non mais moi j'ai commencé par la réanimation, la médecine triomphante qui guérit. Et quelquefois on guérissait des personnes, on avait à peine un merci. Là, en soins palliatifs, les gens ils nous remercient. Moi, quand je suis parti la première fois en retraite, les infirmières, j'ai 3 tomes de lettres de remerciement, mais des lettres à pleurer tellement c'est... Voilà. Et donc, il est mort et il nous remercie. Voilà, donc, encore une fois, donc ce débat, là, on n'a pas trop parlé, ok, mais développons les soins palliatifs. Développons les soins palliatifs et faisons en sorte que toutes les personnes qui sont dans ces situations de fin de vie, eh bien, on les accompagne le mieux possible. Il faut quand même modifier et changer les conditions du mourir, parce que les conditions du mourir, c'est vrai qu'elles ne sont pas encore très bonnes. Alors, juste pour ne pas rester sur ces histoires de loi, puis on va revenir avec vous tout à l'heure, mais si la loi évolue et tout ça, il y a aussi quand même un questionnement. Est-ce que ça doit rester dans les mains du monde médical ou est-ce que ça doit être pris en relais par le monde associatif? Comment vous Moi, situez? j'ai une position personnelle. Je pense que donner la mort, ça ne peut jamais être un acte de soin. Je pense qu'il faut sanctuariser l'hôpital et que ça ne soit pas l'hôpital. Maintenant, si effectivement notre société où c'est ma vie m'appartient, on est une société maintenant quand même, c'est ma vie, ça m'appartient. Et donc là, je vais faire une paraphrase de Régis Debray qui dit « On est passé d'une société de solidarité collective à une société de tout à l'ego, pour pas dire tout à l'égout. » Donc voilà, si effectivement il y a cette demande sociétale, qui est une réponse sociétale, mais dans ce cas-là, qu'il y ait une association ADMD qui gère ça, contrôler et tout ça, puisque on sait très bien qu'avec la convention, avec la Convention citoyenne, merci, avec
on sait très bien qu'on va arriver à un changement de loi. Mais au niveau de l'hôpital, moi je pense que ça serait une catastrophe que ça rentre à l'hôpital. Donc moi je ne suis pas pour, vraiment, que ça reste en dehors de l'hôpital. Et on n'a pas besoin c'est contre nature de demander à un médecin ou à un soignant de donner la mort. Bon, Victor, je crois qu'il ne va pas totalement prendre sa retraite. Hein. Je pense que je ne veux pas être désagréable, mais ça va. Bon, voilà, mais c'est un autre sujet. Alors, Anne-Lise, on va revenir un petit peu sur... on a dit que l'offre, elle était totalement insuffisante. Il y a deux éléments avec vous, je voudrais qu'on évoque, c'est cette question de l'offre, de ce qui se passe, et puis aussi de la formation, on l'a dit, hein, les soignants, ainsi de suite, et sur cette question de la formation. Alors déjà, sur l'offre, nous redonner quelques petits éléments. Alors effectivement, comme il a été déjà dit, effectivement, il y a des régions où il y a peu d'offres, où il y a voire pas d'offres en tous les cas. On a des collègues, certaines HAD qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs sur leur territoire, et effectivement qui sont obligés d'adresser les patients dans les départements limitrophes, donc c'est parfois compliqué. Il y a aussi les équipes mobiles. Alors il y a plein de choses qui peuvent exister hein, au niveau de l'offre soins palliatifs, puisqu'il y a effectivement les unités de soins palliatifs dont on parle souvent et qui sont un vrai repère et qui permettent plein de choses, puisque ça peut permettre aussi, on en a un peu abordé tout à l'heure, des temps de répit quand le patient à domicile ou que l'entourage à domicile est trop fatigué, ou que le patient a des symptômes qui sont vraiment incontrôlables. Dans ce cas-là, on fait une hospitalisation de répit en unité de soins palliatifs et il peut y avoir un réajustement des traitements avec un retour après à domicile. Mais il y a aussi les équipes mobiles. Il y a certaines équipes mobiles qui sortent de l'hôpital, qui peuvent aider les prises en charge à domicile. Il y a maintenant les dispositifs d'appui à la coordination. Et il y a les HAD, quels que soient les HAD, voilà, qui prennent en charge effectivement des patients en soins palliatifs. Après, je pense qu'on manque probablement de lisibilité, à mon sens, sur la gradation qui est possible et les différentes conditions, dans quelle mesure tel patient peut être pris en charge par l'HAD ou pris en charge par le médecin généraliste et l'infirmière ou accompagné avec le dispositif d'appui. Tous les patients ne relèvent pas d'unité de soins palliatifs, tous les patients ne relèvent pas d'HAD. Voilà, il y a effectivement un certain nombre de dispositifs qui existent, mais moi j'ai le sentiment, alors c'est très pareil, hein, c'est très personnel, mais c'est aussi mon expérience sur les Yvelines notamment, où il y a besoin de plus de lisibilité sur ce qui existe et sur ce que chacun fait. Et souvent, c'est ce que remontent les patients en disant « Ah, mais je ne savais pas que vous pouviez nous aider à aller jusqu'au bout et à mourir à domicile. » Et ça, c'est effectivement quelque chose sur lequel on travaille. Alors, il existe aussi maintenant des coordinations régionales de soins palliatifs, mais je pense que Claire Fourcade ou autres pourront nous en parler. En tous les cas, il y a effectivement un certain nombre de structures qui existent et qui peuvent nous aider à développer les soins palliatifs, ou alors quand on est EHPAD, à pouvoir avoir des référents pour pouvoir travailler et accompagner les résidents en soins palliatifs. Juste quelques chiffres, quand on regarde sur la France entière, les prises en charge soins palliatifs à domicile en HAD, c'est à peu près 30%. Sur les HAD du groupe donc INICEA, on est plutôt à 50% de nos prises en charge. Sur 2022, par exemple, c'était aux alentours de 50% de nos prises en charge, avec un gros tiers en EHPAD. On a un gros travail d'accompagnement en EHPAD, où là, il y a effectivement beaucoup de demandes et de besoins pour pouvoir accompagner les résidents. Catherine, on va finir cette partie-là avec vous. C'est ce qu'on voit bien. C'est d'ailleurs hyper intéressant. Je rappelle un truisme, mais c'est que c'est la société dans son ensemble. Ce n'est pas une histoire de soignants. C'est bien plus large. Et finalement, vous... Et puis on a vu aussi, parce que même si on augmente le nombre d'unités et tout ça, tout le monde ne pourra pas mourir dans ces lieux-là. Hein, il y a à peu près 600 000 personnes qui meurent par an, ça va être quand même compliqué. Donc tout ça, on voit bien, et Claude, vous en parlez aussi dans votre bouquin, c'est aussi comment on sensibilise, comment on forme, ainsi de suite. Et vous, vous avez mis en place, il y a eu tout un système qui a été mis en place. On connaît tous premier secours pour apprendre quasiment à l'école, hein, si jamais il y a un problème, comment on fait. Et vous avez inventé dernier secours.
Non, non, je n'invente rien, Non, mais je vous, copie. là- Rendons à Georges Bollig ce qui appartient En tout à cas, ce médecin allemand. Pardon. Vous allez en reparler, vous allez nous dire. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Vous dites que comment on fait pour que des personnes soient formées, des bénévoles soient formés, et des bénévoles qui sont formés, mais qui parfois, un peu comme les aides-soignants, en vous écoutant, je me disais, mais tiens, un jour, il pourrait y avoir des aides-soignants qui formeraient des médecins, ce qui serait culturellement un sacré drôle de truc. Qui leur ferait peut-être beaucoup de bien d'ailleurs. Hein, c'est aussi, mais bon, et c'est aussi comment, vous savez, c'est toujours expertise et expérience, ce mélange des deux. Et vous, finalement, vous êtes là-dedans. J'aimerais bien que vous nous racontiez un petit peu cette sacrée aventure. Samedi prochain, je vais former des médecins Et ben voilà. et des infirmières. En fait, je suis curieuse, peut-être d'avoir vécu dans plusieurs pays étrangers. Et lors du premier confinement, j'ai vu que l'association suisse de soins palliatifs, Palliativo, francophone, proposait un cours de dernier secours. Évidemment, ça m'a interpellée et je me suis inscrite et j'ai eu un cours gratuit sur une journée, c'était par Zoom pendant le confinement. Mais moi et vous tous dans les soins palliatifs qui avez toujours des appels du voisin, de la tante, de la cousine, qui ne sait pas à qui s'adresser, qui ne sait pas quoi faire, on a dit à ma maman qu'il fallait qu'elle aille en soins palliatifs. Eh bien, les gens sont perdus, ne savent pas, n'ont pas d'explication. C'est très nébuleux, très compliqué. Donc, j'ai suivi cette formation. Je l'ai trouvée extraordinaire de simplicité et d'évidence. Je suis au bureau de la SFAP. J'ai ramené ça au bureau assez rapidement. Et comme on a un super bureau à la SFAP et que l'idée était assez excellente, excusez ma modestie, mais du coup, voilà, ça a validé, le CA a validé. Et depuis 1 an et demi, on s'est lancé dans cette aventure. C'est une licence que la France a pris à travers la SFAP. C'est ce fameux médecin allemand, Georges Bollig, qui a été urgentiste pendant des années, qui a fait beaucoup de premiers secours. Comme beaucoup d'urgentistes qui côtoient la mort au quotidien, il a bifurqué à un moment donné vers les soins palliatifs, il a refait un PhD, etc. Et il s'est dit, mais il n'y a rien du tout là. Voilà, il y avait les premiers secours, la petite mallette là, pour sauver les gens. Et donc, il a créé ça en 2015. Maintenant, c'est présent dans 20 pays au monde. Il était temps que la France s'y mette aussi. Et depuis le mois d'octobre dernier, officiellement, où ça a été lancé, on a passé la semaine dernière les 500 participants. Voilà, le but, c'est que ça soit, comme les premiers secours, accessible dans tous les départements. Là, devant moi, il y a 3 personnes là, qui ont été formées, entre Anna, Juliette et puis Sarah, à Tours. Donc, voilà, Claire aussi. Et vraiment, je voulais juste vous lire un témoignage et après j'arrête. Non. Une participante de Lille la semaine dernière. Bonsoir. Étant attendue, j'ai dû partir assez vite à la fin de cette journée dernier secours à Verlinghem et je n'ai pas pu vous dire au revoir, Jimmy, médecin, et Sabine, aide-soignante, et vous remercie surtout. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir profiter de cette formation qui a été très loin d'être inutile pour moi. J'appréhendais un peu car je viens de perdre une petite sœur atteinte d'une tumeur au cerveau il y a 1 mois et j'avais un peu peur. Et ce soir, je me sens bien. Vous avez mené cette journée très simplement, avec beaucoup de délicatesse et de vérité, en esquissant aucune question. Merci pour votre présence attentive toute la journée avec nous. J'en suis sortie décidée à parler et encore parler avec mon conjoint du reste de notre vie et de nos désirs pour sa fin. Un grand merci et que vivent les soins palliatifs. Merci beaucoup. En vous écoutant, alors, 2 petites choses, c'est qu'un organisme comme la SFAP, il y a dans un bureau des médecins et des bénévoles. Je remarque simplement. Et plein d'autres gens. Non mais voilà, c'est aussi intéressant. Puis l'autre élément, c'est que de toute manière, alors il n'y a pas que là-dessus, mais si la société civile ne se bouge pas, c'est impossible à faire. Il n'y aura jamais assez de médecins pour faire le suivi, et ainsi de suite. Donc il y a aussi ce besoin-là. Donc on est aussi
co-responsables de tout cela. C'est aussi ça la richesse. Ouais. Mais remettons la mort au cœur de la société. Évidemment qu'il faut du médical contre la douleur, contre plein de choses. Et je voulais vous dire que ces formations sont obligatoirement données par un binôme soignant, médecin ou infirmière, et non soignant, qui peut être bénévole, socio-esthéticienne, psychologue, et puisque je gère le site pour l'instant, on recherche un directeur de projet ou une directrice, j'ai beaucoup de demandes de médecins qui veulent être formateurs, et c'est sur du temps bénévole. Donc bravo les médecins, bravo les infirmières qui interviennent là-dedans et que vivent dernier secours. Merci beaucoup. Alors, Sophie Moulias, je me tourne vers vous. Vous êtes membre d'ailleurs du conseil scientifique de la Fondation, et à la fois gériatre. Donc évidemment, ces questions-là, elles concernent en grande partie les gériatres. Voilà. Mais, et aussi docteur en éthique. Alors, je voudrais pas du tout... alors, vous êtes au nom de la Société française de gériatrie très présente dans les débats et tout ça, mais on ne va pas du tout rentrer là-dessus. Ce que je voudrais vous entendre, c'est tout ce qu'on a dit. Il y a évidemment la question des soignants, mais il y a aussi... c'est quoi le lien entre cet accompagnement de la fin de vie, qu'il soit fait par des bénévoles, par des médecins, par l'ensemble des soignants, cet accompagnement de la fin de vie et la question éthique. Quelle maïotique? Merci beaucoup de me donner la possibilité d'être là, parce que je pense qu'il y a quelque chose de primordial. C'est déjà de dire que quand on parle de la fin de vie en EHPAD et dans la fin de vie du monde gériatrique, c'est avant tout un savoir, une position, une pratique, un accompagnement gériatrique. On meurt avant tout dans le cadre de là où on est, et donc dans la gériatrie avant de mourir dans les soins palliatifs, et qu'on peut mourir bien au sein de ces structures gériatriques, et que heureusement nos collègues, tous nos collègues, quels qu'ils soient, de soins palliatifs, viennent nous aider dans les situations difficiles à l'endroit où ils le peuvent, et malheureusement ils ne le peuvent pas de façon équitable sur tout le territoire, mais que quand même dans l'immense majorité des cas, les personnes décèdent, meurent, quittent cette vie d'une façon ou d'une autre, bien et paisiblement, sans l'intervention d'une technicité palliative comme on en parle beaucoup aujourd'hui. Et je remercie Madame Lemaitre de l'avoir précisé, parce que c'est important, parce que ça pose beaucoup la question en fait de la place des professionnels du soin gériatrique et gérontologique dans cet accompagnement et dans cette mort. Alors, au niveau éthique, je vais juste rappeler quelques mots que vous avez tous dit au fur et à mesure, et qu'en effet, j'ai noté à la queue leu-leu. Alors, on a parlé du temps de l'avant-mort. Moi, en médecin, alors malheureusement, je suis médecin, ça n'a pas l'air très très bien ce soir, mais voilà, c'est quand même ma place. Moi, on m'a appris à gérer le temps du mourir. Est-ce que c'est le temps d'avant-mort? Et alors moi, en tant que gériatre pur et dur, pour moi, le temps d'avant-mort, ça s'appelle le temps de vie. Et que pour la société, pour l'immense majorité de la vision sociétale, une fois qu'on entre en EHPAD, on entre dans un temps d'avant-mort. Et par rapport à ça, il faut faire attention à nos postures, nos positions, à la façon dont on s'exprime. Parce que tous les mots qu'on dit ont un sens, et on le voit bien dans... alors je parle souvent d'hypocrisie, mais quand on parle de soins palliatifs, aujourd'hui on sait que quand on met en place un accompagnement palliatif, y compris quand on est dans un traitement actif, par exemple pour le cancer, les patients ont plus de chances de mieux s'en sortir en fait que ceux qui n'ont pas le côté accompagnement soins palliatifs avec le même traitement curatif. Ce qui montre en fait qu'il y a la posture d'humanité que peut apporter l'accompagnement est un plus pour l'humain. Mais par contre, le patient, quand on lui dit « coucou, c'est nous les soins palliatifs », grince un peu des dents en disant « là, on vient de me sortir de la chirurgie, de la chimio, tout ça, c'est quoi le truc là de me... » Donc c'est là où on a besoin de temps, d'humanité et d'accompagnement, en tout cas d'un autre qui puisse faire aussi de la traduction. Et alors pour essayer de changer ça, on a inventé les termes de soins de support, on a inventé les termes de soins terminaux, on a inventé les termes de soins de fin de vie, et en fait on a inventé plein de termes qu'aujourd'hui on ne sait même plus où on est, ce qu'on fait exactement, et ça c'est aussi un vrai souci. Alors il paraît que le ministère travaille sur ces sujets-là, mais je pense que c'est avant tout à nous, en fait, les professionnels, de s'interroger aussi sur ça avant les sachants. Ce que ça montre, c'est qu'il y a une temporalité qui est différente quand on est professionnel
quand on est patient, quand on est accompagnant, quand on est famille, c'est un truisme là-dessus. Mais on a beaucoup parlé de technicité. Il y a un temps technique qui est incompressible pour le professionnel. De toute façon, même le pire soignant qui sera, il fera sa technicité du mieux qu'il pourra et il comprimera en fait le temps d'humanité parce qu'il aura trop peur dans sa responsabilité de soignant de ne pas bien faire son temps de technicité. Par contre, il aura une culpabilité énorme de ne pas avoir ce temps de rapport à l'autre, ce temps d'accompagnement. Je rappelle que voilà, accompagner, c'est accompagner, c'est manger le pain avec l'autre. Pour manger, c'est pas 2 secondes, je suis avec toi. C'est on s'assied, on cause et on discute des choses de la vie ou de la mort. Et en fait, l'inquiétude qu'il y a toujours, c'est la difficulté à reconnaître le fort accompagnement des soignants et des professionnels en gériatrie et en particulier dans les EHPAD. Parce que le fait d'imposer qu'il y ait plein d'équipes qui viennent pour faire la bonne mort, eh ben, ça les déresponsabilise d'une certaine façon. Ça les culpabilise aussi, et ils ont une espèce de dépossession de l'accompagnement. Alors, je ne vais pas préciser, mais pendant 18 ans, enfin, j'ai monté une UGA dont je me suis occupée pendant 18 ans, et maintenant, je passe essentiellement mon temps de médecin en EHPAD, en équipe mobile de gériatrie, et donc je constate ça aussi. Et je trouve que c'est quelque chose sur lequel il faut revenir. C'est complexe, on l'a vu dans toutes les situations, je m'associe à tout ce qui a été dit. Enfin, en effet, il faut de la formation, de la sensibilisation. En fait, les soignants savent déjà beaucoup de choses. Et il faut plutôt les rassurer, je pense, que forcément les former. Et qu'il ne faut surtout pas faire passer l'unique technique comme vérité. Et qu'il y a plein d'EHPAD qui nous disent « Oh non, non, moi, je ne veux pas voir les soins palliatifs parce que nous, on sait armer une seringue électrique, on a tout ce qu'il faut. » Oui, mais... Et le temps à l'autre, vous le donnez comment? Qui est-ce qui vient chez vous pour parler avec les familles, avec les patients? En sachant que aujourd'hui, le temps en ville, le temps en EHPAD et malheureusement de plus en plus à l'hôpital, ce temps du soin, c'est un temps sans médecin. Il faut aussi savoir, alors il n'y a pas beaucoup d'infirmières, mais il n'y a plus de médecins traitants et il y a de moins en moins, il y a quand même 30% d'EHPAD sans médecin coordonnateur. Et les médecins traitants, c'est... enfin, moi, là, aujourd'hui, je suis allée, on m'a parlé d'une patiente, on m'a dit c'est un vrai souci. Le médecin traitant, ça fait 3 ans qu'il ne l'a pas vu. Il y a en nouvelle les ordonnances comme ça, là, par télétransmission, et en fait, la personne n'est jamais examinée. Et c'est une réalité, en fait, avec laquelle il faut faire aussi, parce que sinon, on a bien, vous avez très joliment dit, le rapport, enfin, voilà, le sommeil, la mort, hypnose et thanatos sont très très près, et il ne faudrait pas faire le raccourci que finalement, pour avoir une bonne mort, ça serait bien de la mettre plutôt au programme, parce que en fait, la perspective du non-soin est trop angoissante. Et que je pense que tout ça, c'est là où l'éthique est interpellée, en fait. C'est que nous avons des vrais métiers avec des vraies responsabilités, avec des vrais savoirs aussi, mais qui demandent à être entretenus, qui demandent à être complétés, qui demandent à être enrichis des savoirs et des pratiques de nos collaborateurs, mais qui demandent essentiellement à être reconnus. Et souvent, en fait, il y a une partie de la reconnaissance qui est faite par les gens qui sont, par les familles et par les patients, mais pas par les médias, ça c'est clair. Et pas forcément aussi avec une vision d'équipe. Et en tout cas, le travail en équipe, vous l'avez tous dit en fait dans vos approches, c'est ce qui permet d'être sécure et dans sa pratique, et ce qui permet, c'est là où l'éthique permet aussi au travail d'équipe d'être droit et de donner du sens à ce qu'on fait. Mais que souvent, en fait, quand il n'y a pas de travail d'équipe, il n'y a pas de sens. Et s'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de soin, en fait. Très intéressant. Encore une fois, il est quand même logique qu'aujourd'hui, dans nos pays, pour l'instant en tout cas, on a la chance de mourir le plus généralement de vieillesse. Donc la question gériatrique, elle est centrale dans l'accompagnement des personnes. C'est là où ça se passe quand même très très majoritairement. En tout cas, jusqu'à présent. Voilà. Merci beaucoup.
Claire Fourcade, c'est vrai qu'à chaque fois, non pas du tout par anti-médecin ou quoi que ce soit, mais c'était intéressant, naturellement, tout le monde s'est appelé par les prénoms. On a laissé de côté, d'une certaine façon, les fonctions. C'est intéressant aussi de ce qui s'est passé. Et ça s'est fait très naturellement. Alors, Claire, vous êtes la patronne, la présidente de l'ASFAP. Vous êtes quelqu'un, je peux en témoigner dans d'autres lieux, de très fort engagement. On s'était dit, c'était intéressant que vous soyez notre grand témoin. C'est-à-dire qu'à la fin, il ne s'agit pas de... Voilà, c'est qu'est-ce que tout ce qui s'est dit, qu'est-ce que ça vous donne envie de dire? Je vais vous aider à rattraper votre retard parce que tout ce que j'avais envie de dire, j'ai tout entendu et j'ai trouvé ça génial. Alors moi j'avais noté aussi comme Sophie le temps de l'avant-mort, ça m'avait frappé. Et quand Victor a dit que c'était en soins palliatifs, quand on dit qu'on travaille en soins palliatifs, les gens tirent la tronche. Les soins palliatifs, c'est pas la médecine de la mort, et contrairement à ce que beaucoup croient, c'est une médecine qui accompagne la vie avec une maladie grave. Et c'est une médecine qui accompagne la vie à l'ombre de la mort, mais c'est vraiment une médecine de la vie. J'ai une copine qui dit toujours qu'on travaille pas dans des mouroirs, mais dans des vivoirs. Et je trouve que c'est exactement ça. Quand la vie est comptée, elle est intense, on n'a pas de temps à perdre et on va à l'essentiel. Le superflu, c'est plus le moment. Et du coup, c'est l'essentiel de la relation, c'est l'essentiel du soin. Et du coup, je trouve que c'est une médecine qui pointe, et je trouve que vous l'avez tous dit, une médecine qui pointe l'importance de la relation humaine, pas seulement médicale, mais de la relation humaine. Je suis très attachée, comme Claude, à la question de l'alliance et de la relation de soins. Je trouve que c'est ce qui fait le cœur de notre pratique quotidienne, cette question de la relation de soins. La relation de soins, c'est une relation entre quelqu'un qui se confie, qui confie son corps, qui confie parfois plus que son corps à un autre, que parfois il ne connaît pas. Donc c'est une confiance inouïe. Et pour celui qui reçoit cette confiance-là, c'est une responsabilité qui est parfois écrasante, de se dire, est-ce qu'on va être à la hauteur de la confiance qui nous est faite? Moi, quand j'étais plus jeune, j'avais toujours l'angoisse de ne pas être à la hauteur sur le plan technique, de ne pas savoir soulager, de ne pas savoir... Et maintenant, quand je rentre dans une chambre, j'ai toujours l'angoisse de ne pas être à la hauteur sur le plan humain, de ne pas être à la hauteur de la confiance qui est faite. Je trouve que cette relation, et c'est une relation qui est par nature asymétrique. Et notre travail à nous, c'est de réduire cette asymétrie par l'écoute, par le dialogue, par la façon dont on est avec les patients. Le fait d'être dans des équipes pluridisciplinaires, c'est aussi une façon de réduire l'asymétrie. C'est plus facile de parler avec une aide-soignante ou un bénévole parfois qu'avec un médecin. Et donc c'est un travail collectif de réduction de cette asymétrie. Et je trouve que ça, c'est un vrai engagement et ça doit être pour nous un souci permanent. Comment on fait pour que cette relation soit le plus équilibrée possible? Une relation entre deux personnes, une qui se confie, l'autre qui accepte cette confiance, et comment on fait pour accompagner ça? Et puis, donc, je ne vais pas revenir sur les manques de soins palliatifs, vous l'avez dit, puis je trouve que ça serait... C'est pas le plus important, mais... Il me semble, j'ai une bonne nouvelle, c'est que quand même on est dans un système soignant qui est actuellement en grande difficulté, qui souffre beaucoup. Je pense que les soignants souffrent beaucoup en ce moment, et ils souffrent pas seulement, ou pas d'abord parce qu'ils sont mal payés, mais ils souffrent parce que ce qu'on nous demande collectivement, nous soignants, ça n'a parfois pas de sens. Travailler vite, on s'est engagé parce que ce qui compte pour nous, c'est précisément la relation. Personne ne s'engage pour la technique. La technique est un moyen, mais je ne crois pas que ce soit souvent un choix. On s'engage parce que ce qui compte pour nous, c'est la relation. Et quand... Tu l'as parfaitement, hyper bien dit, Sophie, je veux dire, quand on écrase ce temps de la relation au profit de la technique, les soignants n'y trouvent plus leur compte, ils souffrent et du coup ils partent. Et il me semble que les soins palliatifs, ils ont quelque chose à dire au monde du soin dans son ensemble. Il me semble, ça peut paraître un peu prétentieux, mais les soins palliatifs, c'est l'avenir du soin. C'est-à-dire une médecine de la relation, une médecine de l'équipe, une médecine de la pluridisciplinarité, une médecine qui prend du temps, une médecine qui dit que c'est l'humain qui compte et que c'est comme ça qu'on pourra soigner, et que la technique est un outil, mais que ce qui compte, c'est d'abord la relation. Bravo. On l'applaudit. Allez, on l'applaudit. Ouais. Bon, en tout cas, on vous remercie pour ces échanges qui sont très riches, très, très forts, hein, très, très puissants, je trouve, ce soir. Et moi, je voulais dire qu'il y aura une suite à cette première rencontre de ce soir sur la fin de vie dans ce nouveau cycle de la Fondation, puisqu'on va lancer avec Claude Grange une série de ce qu'on a appelé les Cafés Pallia. C'est une dénomination que Claude a trouvée. Cafés Pallia qui seront des rencontres digitales interactives qui seront ouvertes à tous. Donc on
On va vous donner rendez-vous à partir du 12 octobre, probablement, premier Café Palia. On va également rester en contact serré avec l'ASFAP et Catherine Renard en particulier, puisqu'on souhaiterait promouvoir ce fameux programme de dernier secours qui nous semble vraiment intéressant dans son approche citoyenne de la fin de vie. Et enfin, le film de Victor va être diffusé quand il sera prêt dans les établissements Corian et sera, je l'espère, un support qui ouvrira le débat dans de nombreuses équipes de Corian.